Bonjour et bienvenue à ce webinaire de l'École africaine de régulation ASR. Je suis le directeur intérimaire de l'école. Nous parlerons sur le thème comment la politique sectorielle et la réglementation peuvent-elles promouvoir l'investissement privé dans les infrastructures de transport d'électricité en Afrique. C'est le deuxième webinaire que la ASR organise en français et nous avons l'intention d'en faire une tradition de la ASR car nous voulons souligner son engagement envers les pays francophones d'Afrique. D'ailleurs, M. Abel Didier est là, directeur général de l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique, ACA, a également participé à notre premier webinaire. Merci beaucoup, Abel. Je vous prie de m'excuser, mais mon français n'est pas assez bon pour improviser mon intervention et je vais devoir lire mes propos. Nous avons choisi ce sujet parce qu'il est très pertinent pour l'ensemble du continent africain et aussi très opportun en Afrique de l'Ouest, où se trouvent de nombreux pays francophones et où il y a un grand besoin de continuer à renforcer les réseaux nationaux et de construire des interconnexions transfrontalières qui permettront le commerce régional de l'électricité. L'Afrique subsaharienne est l'une des régions du monde où le nombre de kilomètres de lignes de transport par million d'habitants est le plus faible. L'investissement privé dans le transport est presque inexistant en Afrique, mais pas dans d'autres parties du monde. Or, ces investissements privés sont absolument nécessaires car les fonds publics des gouvernements nationaux sont rares et doivent être utilisés pour répondre à des besoins urgents dans d'autres secteurs. Mais en Afrique, les réglementations nationales et régionales découragent l'investissement privé dans le transport. Certains l'interdisent purement et simplement. D'autres se tirent une balle dans le pied en imposant des réglementations lourdes qui augmentent inutilement les risques pour les investisseurs potentiels. Il est important que la régulation du transport soit conçue en fonction de ce qu'est réellement l'activité de transport. Une nouvelle ligne de transport ou un nouveau corridor de transport est un élément d'infrastructure présentant les caractéristiques d'un monopole naturel. Intégré dans un réseau maillé plus vaste sur le contrôle des gestionnaires de réseau et dont la seule tâche du propriétaire est de maintenir la ligne disponible dans la mesure du possible. Le webinaire d'aujourd'hui porte sur la manière de réguler ces renforcements nécessaires du transport. La ASR a réuni un petit groupe d'experts de premier plan pour discuter de la meilleure approche réglementaire et du meilleur modèle commercial pour attirer les investissements privés dans les infrastructures de transport dans les différents environnements réglementaires que l'on trouve en Afrique. Enfin, j'aimerais partager avec vous quelques nouvelles passionnantes concernant la ASR. Le ASR a été officiellement lancé en septembre lors du sommet africain sur le climat à Nairobi. Peu après, l'Union africaine a accueilli le ASR, invité d'autres organisations panafricaines à travailler avec les ASR et invité les ASR à contribuer à la mise en œuvre du marché unique de l'électricité en Afrique. Dans un avenir proche, la ASR signera un accord d'hébergement avec la Fondation africaine pour le renforcement des capacités, nommera un expert africain au poste de directeur de l'école et s'installera à Accra, Ghana. La ASR devrait croître et mûrir rapidement pour atteindre un niveau de développement similaire à celui de son organisation sœur, l'École de régulation de Florence en Europe. Monsieur Oumar Bangoura, directeur juridique de l'autorité de régulation régionale du secteur de l'électricité de la CEDAO, AREC,
va maintenant prendre la parole et présider la session. Oumar, je vous remercie de vous être joint à nous aujourd'hui et je vous laisse la parole. Merci beaucoup, professeur Yaga. Et merci encore une fois de plus de m'avoir fait l'honneur de présider cette session et de jouer au modérateur pour une question aussi délicate que celui de l'investissement dans le transport et qui concerne également un peu le domaine dans lequel je travaille. Et justement, entre nous ici, experts en énergie, qui sommes, disons, familiers des données du secteur de l'électricité, je ne veux pas vous rappeler que l'Afrique, nous disposons en Afrique ici d'un énorme potentiel inexploité d'énergie, y compris les renouvelables, notamment hydroélectriques, solaires et géothermiques. Mais par contre, pour que nos populations en bénéficient, ou en d'autres termes, pour faire, disons, en parlant de connexion, connecter ces ressources aux consommateurs, il va falloir donc que nous investissions beaucoup dans les lignes de transport. Et je crois que c'est ça l'idée de base même du WAP, le West African Power Pool, ou en anglais ou en français, disons, système d'échange d'énergie électrique ouest-africain, pour lequel je travaille au sein de l'AREC. À savoir, donc, l'idée de base, donc, c'était d'interconnecter nos différents États ici en Afrique de l'Ouest et faciliter ainsi le partage de ces ressources énergétiques en les mettant ensemble et en les développant ensemble. Or, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a remarqué dans nos différentes politiques de développement du secteur de l'électricité? L'accent a surtout été mis, je crois, en grande partie sur l'approvisionnement en électricité ou l'augmentation des investissements au niveau de la production pour accroître la capacité de production en amont, et alors que au même niveau du transport également, les mêmes niveaux d'investissement étaient presque requis. Bon, on peut comprendre cela du fait que la plupart de nos États connaissent un grand déficit en matière de production d'électricité. Donc, c'est pourquoi les gens se sont surtout concentrés sur ce volet de production. Mais cependant, il faut signaler que si on n'investit pas dans le transport, s'il n'y a pas d'investissement dans le transport, il y a là un risque élevé de créer des boulets d'étranglement dans le système qui peuvent laisser les activités de production ainsi donc bloquées. Dans notre région, je ne vais pas citer le cas, nommer le pays, mais je crois qu'il y a un pays qui fait face à ce problème où non seulement ils ont d'importantes ressources électriques à développer, ils ont même des centrales qui sont installées, mais ils n'arrivent pas à évacuer l'électricité, ou en tout cas au bout de la chaîne, il y a un problème. Bon, je ne vais pas le nommer, je vais passer là-dessus. Mais tout ça pour dire que, comme je le disais au début de mon propos, euh, les deux extrémités de la chaîne de valeur du secteur, à savoir la production et la distribution, la grande remarque est qu'ils ont reçu davantage d'attention de la part des décideurs politiques et surtout également des financiers par rapport au segment du transport qui, même s'il est considéré comme un monopole naturel, ne représente cependant pas qu'une part relativement faible du coût global de la chaîne de valeur de l'électricité. Et donc, pour nous, pour moi en tout cas, il doit évoluer de concert avec l'augmentation de la capacité de production afin qu'on puisse assurer une livraison finale au consommateur en temps opportun. Et en plus, je crois que si les lignes de transport, on arrive à les développer, cela va contribuer également à réduire les coûts globaux en garantissant, en permettant, disons, les économies d'échelle qu'on cherche dans la production et surtout créer également un accès à des sources de production rentables, réduire les réserves qui sont nécessaires pour assurer la sécurité d'approvisionnement en électricité, etc. Bon, je ne vais pas trop m'étaler sur ce volet parce qu'on a des experts qui sont avec nous. Peut-être avant d'introduire, d'aller plus loin dans le sujet, puisqu'en fait, ce qui nous réunit ici, c'est de savoir comment, puisqu'on sait également que le volet transport, c'est un secteur très capitalistique, ça a besoin beaucoup d'énormes d'investissements et de la part de nos États, et comme nos États également ont des moyens limités, comment faire intervenir le privé dans le secteur. Mais avant cela, donc, je vais introduire un peu d'abord nos panélistes qui vont d'abord, de façon générale, en 5 minutes chacun, essayer de donner leur point de vue sur le cadre général de ce thème-là, avant qu'on ne puisse continuer. Nous avons la chance
l'école a pu réunir pour nous de grands experts en la matière. Je vais commencer à les présenter, en commençant par M. Michel Kobé. Avant de commencer ce panel, on nous a demandé de nous donner des bios très courts de 10 lignes, mais il n'a pas pu, effectivement, il a raison, à sa place, j'aurais les mêmes difficultés parce que c'est un expert qui est plein d'expérience, un CV très long, mais il a pu quand même le résumer en quelques lignes, je vais vous le lire. Alors, Michel Kobé est un ingénieur diplômé en génie électrique, ayant plus de 45 ans d'expérience dans la gouvernance du secteur de l'énergie et de l'industrie de l'électricité, des cadres institutionnels, juridiques, techniques et commerciaux, et des réformes nécessaires au développement et à l'ouverture des marchés de l'électricité, à l'intégration régionale des systèmes électriques, ainsi qu'à la performance, la sécurité et l'efficacité de leur fonctionnement. En dehors de l'Europe, son expérience internationale couvre l'ensemble du continent africain, le Moyen-Orient, l'Asie centrale, l'Asie du Sud-Est, ainsi que la République populaire de Chine et la Mongolie. Michel Kobé est un ancien cadre d'électricité de France et RTE, qui est le transporteur de l'électricité en France, le gestionnaire du réseau de transport de l'électricité français, pour lesquels il a exercé jusqu'en 2009, date à laquelle il a commencé une deuxième carrière professionnelle en tant que consultant international. Il possède une vaste expérience dans le domaine des interconnexions électriques et leur fonctionnement, mais aussi concernant leur cadre de régulation et l'organisation des marchés régionaux de l'électricité. Il a ainsi œuvré à la création et la mise en œuvre du marché régional de l'électricité de l'Afrique de l'Ouest, le WAOWAP, et à son autorité de régulation régionale de l'électricité, l'AREC, mais aussi au développement et à la mise en œuvre du grand marché, du marché régional de l'électricité du Grand Mekong, GMS en Asie du Sud-Est, couvrant le Cambodge, la Chine, le Laos, le Myanmar, la Thaïlande et le Vietnam. Alors, parmi ces activités, il faut signaler son appui à la mise en place d'un cadre normatif, à l'harmonisation au niveau régional des standards de performance et développement et adoption du code de réseau régional pour le marché régional du GMS. Et je vais finir par là en disant que depuis donc janvier 2020, Michel Kobé est le chef d'une équipe de 8 experts internationaux de haut niveau couvrant l'ensemble des domaines d'expertise du secteur de l'énergie, en charge de la facilité d'assistance technique monde de l'Union européenne pour l'énergie durable qui appuie le directorat international partnership de l'Union européenne afin d'améliorer les cadres réglementaires, de renforcer les capacités institutionnelles, légales, techniques et la mobilisation des investissements publics et privés en énergie durable dans les pays partenaires. Voilà, après, si vous aussi, là, vous voyez, j'ai presque fini essoufflé. Et ça, c'était donc le premier panéliste, M. Michel Kobé. Le deuxième panéliste qui est avec nous, qui est également un expert de haut niveau, lui aussi, au moins, il a réussi à comprimer son CV qui aurait dû faire 10 pages, je crois. C'est M. Abel Didier Tella. M. Abel Didier Tella est ingénieur électricien de formation depuis 1983. Il a ce diplôme. Et il est actuellement le directeur général de l'ASIA. L'ASIA, c'est l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique, anciennement connue sous le nom du PDA, qu'il a dirigé en tant que secrétaire général de 2008 à 2012. Avant ce poste, il a travaillé pendant 25 ans à la Société béninoise d'énergie électrique de 1983 à 2008, où il a occupé différents postes qui lui ont permis de réaliser plusieurs centrales et projets d'électrification au Bénin. Et M. Tella a 40 ans d'expérience dans le secteur de l'énergie et est membre des comités scientifiques de nombreuses communautés de connaissances. Dans son poste actuel, il a établi un partenariat solide entre l'ASEA et les organisations africaines et internationales de l'énergie, ainsi qu'avec les institutions de financement. Il est polyglotte, il parle, lit et écrit couramment le français, l'anglais, l'espagnol, le russe et un peu de portugais et roumain. Je crois que je vais l'inviter chez moi en Guinée pour qu'il apprenne aussi les soussous et ma langue maternelle. Ça lui fera quand même un plus. Alors, le troisième panéliste, c'est M. Sergio Portatadino.
Avec près de 2 décennies d'expérience sur les marchés européens et africains de l'énergie, Sergio a collaboré avec diverses organisations, notamment dans les domaines du conseil à gestion, du financement de projets énergétiques et du négoce de matières premières. Ces domaines d'intérêt s'étendent également aux transactions liées aux infrastructures énergétiques et au commerce de l'électricité. Il est actuellement basé à Abidjan, où il occupe un rôle essentiel dans la supervision des résultats de l'Institut Tony Blair dans le secteur de l'énergie. Je crois que c'est les gentlemen du groupe. Alors, monsieur, le quatrième panéliste et le dernier, je crois, c'est monsieur Mouchoud Abolade, qui est un professionnel du financement des infrastructures qui possède une expérience du développement et du financement de projets sur de nombreux marchés africains. Il est actuellement directeur des investissements pour la partie développement de projets chez Africa 50. Il travaille sur des opportunités d'investissement dans les infrastructures en phase de démarrage dans les secteurs de l'énergie et des transports. Voilà donc les 4 panélistes qui vont partager avec nous leurs idées et leur expérience sur le sujet qui nous réunit cet après-midi et qui, je le rappelle, porte sur comment la politique sectorielle et la régulation peuvent-elles promouvoir l'investissement privé dans l'infrastructure de transport de l'énergie électrique en Afrique. Donc, sans plus tarder, je vais donc les demander à chacun, en peu de temps, de nous définir de façon générale leur point de vue sur ce sujet-là, en commençant par M. Michel Kobé. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Omar, pour cette présentation de ma personne, qui était un peu longue. J'espère que je n'ai pas trop ennuyé l'assistance. Effectivement, donc, nous sommes réunis aujourd'hui pour discuter de la possibilité de financement des infrastructures de transport par le secteur privé. Alors, je dois dire, déjà, en préalable, que moi-même, comme ça a été mentionné par Omar, j'ai un passé d'une société d'électricité intégrée, EDF, Électricité de France, et d'un gestionnaire de réseau de transport également, issu de EDF, qui est le RTE, Réseau de transport d'électricité. Donc, à ce titre, j'ai une expérience de développement des réseaux de transport en Europe, basés essentiellement sur des financements qui sont établis par les entreprises, soit EDF préalablement à l'ouverture du marché et RTE à l'heure actuelle. Donc, ces sociétés ont ou avaient des capacités d'emprunt sur les bourses marchandes internationales très importantes. Ce qui n'est pas le cas pour l'Afrique. Donc, il faut effectivement qu'on adapte notre dialogue, nos échanges au contexte africain. On sait pertinemment que les entreprises africaines ne sont pas toutes au même niveau de réforme de leur structure et de leur organisation. Certaines sont encore verticalement intégrées. Beaucoup maintenant sont passés à une désintégration des 4 segments, mais ce n'est pas encore parfait et c'est un élément qui est aussi indispensable pour le développement des marchés, pour garantir un bon fonctionnement de ces marchés, une transparence de ces marchés et une non-discrimination des acteurs voulant intervenir sur ce marché, ces marchés régionaux, nationaux ou régionaux. Bon, donc on est parti au départ du fait que ces réseaux, les réseaux de transport, sont des réseaux qui ont un devoir de service public. Et qui dit service public, donc dit une garantie, une qualité de service à la clientèle, à toute la clientèle, et pas uniquement réservé à une partie de cette clientèle, des abonnés raccordés sur ce réseau. Et par conséquent, c'est un service. Le service de transport est un service qui a été régulé par les autorités de régulation. Le tarif du transport
il reflète donc l'utilisation de ce réseau, les investissements qui ont été nécessaires pour construire ce réseau de transport, et également, ils doivent couvrir les frais d'entretien, donc de maintenance, de développement des réseaux, et ainsi de suite. Donc, les prix régulés sont le tarif de transport doit être le plus bas possible. Donc, la difficulté pour des investissements privés ou des investisseurs privés d'intervenir sur un créneau pour lequel les infrastructures sont régulées et c'est de garantir déjà un bon fonctionnement parce que les opérateurs qui seront probablement privés également et garantir aussi un retour sur investissement pour ces investisseurs. En général, les investisseurs privés, quand ils investissent dans un projet d'infrastructure, ils veulent un retour, mais vraiment minimum de 10%. Or, dans les réseaux de transport, on est loin des 10%, on est bien en deçà, on est à 7%. Donc, comment faut-il opérer ces réseaux privés, si ce n'est dans un cadre régulé, comme une infrastructure du réseau, un élément de ce réseau de transport, ça devient compliqué. Maintenant, on peut avoir aussi dans ce réseau des moyens de raccordement entre le producteur et le client, qui pourrait être un industriel privé. À ce moment-là, c'est plus facile de financer ce type d'infrastructure, de réseau de transport, sachant que la production de l'IPP, par exemple, va être dédiée à ce client industriel. Donc, la garantie quelque part, donc on garantit quelque part par la signature d'un PPA une rentabilité de cette infrastructure. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'on va financer un élément indépendant, un élément quelconque de ce réseau qui va supporter des échanges divers et variables surtout. Donc, j'ouvre un petit peu la porte à toutes ces discussions possibles que l'on pourra avoir cet après-midi avec mes collègues, mes confrères. Et donc, je pense qu'il faut qu'on arrive à adresser ces différents challenges. Il y a probablement des possibilités pour le secteur privé d'investir dans des infrastructures de transport, comme celles que je viens de dire, des échanges directs entre un producteur et un client industriel, par exemple, gros consommateur, mais il peut y en avoir d'autres aussi. Donc là, il faudra que l'on fasse preuve de beaucoup d'initiatives, d'innovation, pour pouvoir trouver un moyen de rendre ces projets rentables pour les investisseurs privés. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là pour le moment, sachant que nous allons interagir après par la suite dans le cadre de ce webinaire. Merci, Oumar, je vous rends la parole. Oumar, j'ai l'impression que nous avons perdu notre modérateur. Oui, effectivement. En attendant que Oumar ne revienne, j'aimerais passer la parole aux autres intervenants. Je veux commencer par Sergio Portatadino. Merci beaucoup, Daniela. Et désolé pour mon français avec un accent très italien. Vous allez porter patience. Non, de mon côté, ce que je voudrais apporter à la discussion un peu. OK, quand on parle d'investissement privé, d'implication du privé dans les secteurs du transport en Afrique, quelles sont les modalités vraiment possibles pour les impliquer? Et vous savez que nous, l'Institut Tony Blair, travaille en Afrique à côté du gouvernement depuis plusieurs années. Et effectivement,
il n'y a pas encore beaucoup d'exemples concrets d'investissement privé dans ces parties, dans ces segments de la filière. Mais il y a des modèles qui ont été essayés dans d'autres pays émergents et dans le monde. Et notamment, on peut les résumer dans 3 grandes catégories: la privatisation, les contrats de concession et ce que maintenant on appelle les projets de transmission indépendants. En fait, il est possible d'avoir différentes variations de ces 3 modèles principaux, mais pour simplicité, je me limiterai à mentionner ces 3 catégories principales. Et je commencerai un peu par la modalité un peu plus radicale, si vous voulez, l'implication du modèle du capitaux privé. La privatisation. La privatisation, il s'agit tout simplement de vendre la totalité au départ des actions de l'entreprise publique, des monopolistes qui gèrent les services de transport à des investisseurs privés. L'avantage serait d'un côté pour l'État d'encasser des revenus importants de cette vente, mais aussi de mettre le réseau, disons, dans les mains experts d'un opérateur qui, on suppose, suivra les meilleures pratiques internationales. Pour l'opérateur, disons que l'avantage est d'avoir la possibilité de maîtriser les réseaux entiers et donc la liberté de pouvoir planifier ses investissements sur le long terme. Quand même, le défi ici est représenté par la nécessité d'avoir une très forte certitude au niveau politique et la présence du régulateur expérimenté et indépendant. Et ça, parce que les privés se rappellent investir un très fort chiffre pour reprendre les actifs et pour le développer. Et donc, il voudra minimiser les risques qu'on connaît d'expropriation, de renationalisation. Et de son côté, il aura aussi besoin d'un régulateur capable d'assurer une rémunération correcte et basée sur des principes économiques et pas politiques pour donner les retours sur l'investissement dont Michel parlait tout à l'heure. De l'autre côté, l'État aura besoin d'un régulateur lui aussi expérimenté pour pouvoir surveiller et régler ce qui deviendrait de facto un monopoliste privé, et donc pour s'assurer que les réseaux soient bien entretenus et que les sujets privés n'abusent pas de sa position dominante. Bon, c'est facile à comprendre pourquoi ces modèles étaient adoptés plutôt dans les pays plus développés, mais pas encore vraiment dans les pays émergents, où la régulation n'est pas si mûre. Le deuxième modèle est la concession. Ici, on a un cas en Cameroun pour 20 ans où les services de transport étaient mis en concession. L'idée est ici que l'État accorde une concession à long terme sur les réseaux de transport existants, généralement, disons, pour une durée justement de 20 ans, 30 ans. Et l'investisseur privé qui obtient la concession est alors responsable, encore une fois, de l'exploitation, de l'entretien, du financement, de l'extension de l'infrastructure existante. L'avantage par rapport à la privatisation est peut-être que la partie publique reste propriétaire de la concession et qui a quand même une durée limitée dans le temps. Donc, pour l'État, il y a moins le sens de peur du contrôle sur le secteur par rapport au cas de la privatisation. Donc, pour être politiquement plus acceptable. Mais les défis sont par contre assez similaires à ceux de la privatisation. Donc, vous voyez, pendant la durée de la concession, il s'agit encore une fois d'un monopole privé, donc il doit être correctement réglé. Donc, cela demande un régulateur solide et indépendant. Et en outre, il s'agit d'un mariage, en tout cas à long terme, ce qui implique toujours un risque payé contrepartie important pour la société privée. Donc, on a besoin d'une grande stabilité politique, ce qui n'est pas le cas partout sur le continent. Et donc, ça nous fait revenir au troisième modèle qui peut-être probablement est le plus approprié pour certains pays, ici en Afrique subsaharienne, et le modèle du projet de transport indépendant. Donc, selon cette approche, cela impliquerait la construction d'une seule ou d'un ensemble limité de lignes de transport. L'ONM, donc l'entretien de cette ligne, peut être assuré par la société du projet ou bien par les monopolistes publics selon les cas. Mais dans ces modèles, la société de projet n'est pas obligée à développer des lignes de transport et en particulier, elle ne va pas les exploiter. Donc, il y a quand même la gestion centralisée de la part du monopoliste public de la société d'électricité. Donc, la réglementation nécessaire est moins lourde et plus facile. Et ces modèles peuvent mieux s'appliquer aussi au contexte des pays émergents parce que
vous voyez, il peut être géré aussi en présence de régulateurs qui n'est pas totalement indépendant, ni si expérimenté, parce qu'en effet, les périmètres qui peuvent être assez limités, une ligne, pas beaucoup de lignes, et il est possible de délimiter la réglementation et minimiser les risques par la contrepartie, même avec des dispositions contractuelles. Donc, la société de projet, normalement, qu'est-ce qu'elle a besoin? Il doit être payé pour la disponibilité de la ligne de transport, quelle que soit la quantité d'électricité qui circule sur la ligne. Je suis sûr qu'on va parler davantage de ces sujets cet après-midi, mais ça, c'est très important parce que, comme Michel a dit aussi, les investisseurs ont besoin de récupérer leur investissement, ont besoin de clarté, de stabilité, ils ont besoin de minimiser les risques et de sécuriser les recettes par rapport aux coûts qui sont fixes, les coûts encourus pour la construction de l'infrastructure. Cela peut être fait par une régulation ou par contrat. Et l'objectif final ici, pourquoi on applique le secteur privé? Parce qu'on a besoin de capitaux privés qui arrivent pour étendre les réseaux, mais aussi pour avec un coût compétitif. Donc, pour profiter des modalités, par exemple, de project finance, qui peuvent s'appliquer très bien au cas de la construction ou de l'extension des lignes individuelles, mais bien définies. Et justement, c'est le modèle qui a été utilisé dans plusieurs pays émergents, surtout en Amérique latine, mais en Inde aussi. Donc, voici un peu l'aperçu des principales options disponibles que nous voyons, et en particulier l'option qui, selon nous, en Afrique est plus appropriée, qui est celle de la projet de transport indépendant. Je m'arrête ici. Alors, vous m'entendez? Très bien, Omar. Oui. Ah, ok. Parfait. Je voulais juste me rassurer parce que j'avais perdu la connexion. Et comme je l'ai eu, vous savez où? Quand on m'a proposé d'être modérateur, en fait, je devais être en Europe, je crois. Et malheureusement, enfin, ou heureusement, on nous a appelé le week-end là d'être ici là où je suis, parce que c'est une convocation justement des parlementaires de la CEDEAO sur des textes, je veux bien préciser, de régulation qu'on prend en matière d'interconnexion dans la région, que les parlementaires de la CEDEAO voulaient mieux comprendre avant de les adopter et transmettre au Conseil des ministres de la CEDEAO pour adoption. Voilà donc pourquoi j'ai changé mon programme et bon, l'un dans l'autre, on va faire avec. Alors, je n'ai pas suivi en totalité l'intervention de M. Kové parce que j'ai été coupé, mais c'est qu'il a parlé, je crois, de difficultés, de façon résumée, si je me trompe, vous m'arrêtez, de difficultés d'atteindre des investissements publics dû au fait que le taux de rentabilité est faible par rapport aux autres secteurs d'investissement, je crois, et également les mécanismes de régulation qui n'étaient pas assez incitatifs. C'est ce que je comprends jusqu'à quand j'ai été coupé. Ensuite, M. Serge aussi a intervenu, ça je l'ai pris à la fin. Ben, pour ne pas perdre le temps, je vais demander aux deux autres panélistes donc également de donner leur point de vue de façon générale sur le sujet, en commençant par M. Tella. Oui, merci Omar. Merci à l'ASR et à professeur Ignacio de m'inviter à nouveau à ce webinaire. Je commencerai par dire que tout doit se situer dans le contexte du secteur électrique africain où les réformes ont commencé au début des années 80 sans qu'il n'y ait d'organe de régulation. Donc, les réformes ont commencé sur la mise en œuvre des conditions pour les ajustements structurels des économies. Et donc, en matière de libération de la production, c'était le maillon facile, facile en griffe, parce que avec le type de contrat qu'on nous présentait, les TKP, toutes les précautions prises par l'investisseur en matière de retour sur investissement dont Michel parlait, et surtout pour se rassurer qu'il y a bien une garantie de l'État qui les couvre. Donc, ces projets ont une floraison. Et étant donné que les sociétés au début, en cette période, étaient des sociétés verticalement intégrées et des sociétés qui faisaient même l'eau et l'électricité et l'assainissement et tout, il n'y avait pas de visibilité
du privé sur la partie transport d'énergie. Mais aujourd'hui, après le développement des pôles énergétiques, après la possibilité pour un client d'être dans un pays et avoir l'énergie produite dans un autre pays, eh bien, le secteur du transport a tout son sens, tout son intérêt, parce que les lignes de transport ne servent plus seulement les pays qui les possèdent ou les pays dans lesquels elles sont posées. Et donc, quand on parle des modèles qui peuvent intéresser le privé aujourd'hui, il y a des cas où l'usine, le client privé dont mes prédécesseurs ont parlé, se trouve dans un pays, comme j'ai dit, outre là où se trouve la ressource. Si je prends le cas de Motraco, entre Mozambique, l'Afrique du Sud et Eswatini, eh bien, c'est l'usine d'aluminium se trouve ailleurs, mais la ressource se trouve ailleurs. Donc, Motraco est une société constituée. Donc, un des modèles, pour compléter, pour ne pas revenir sur les modèles dont mes prédécesseurs parlaient, c'est de constituer une société de transport qui gère cette infrastructure, même si les pays restent, ou le pays reste propriétaire, la société de transport est une société à part entière qui rassure que l'énergie transportée sert des clients crédibles et ces clients crédibles commencent par les clients industriels. Parce que si tout ce projet de transport est constitué rien que pour servir le client domestique, on ne s'en sortira pas. Et la chance en Afrique est que l'Afrique est avant tout, tous les pays africains sont miniers. Il n'y a presque pas d'exception. Si on n'a pas trouvé aujourd'hui, on trouvera demain. Ça veut dire que en mettant l'accent sur le client crédible, du coup, le taux de rentabilité dont Michel a parlé, qui est une justesse, a une autre connotation. Ça veut dire qu'on peut avoir des gros clients asservis par ces lignes de transport qui peuvent constituer une rentabilité sûre pour ce projet de transport, étant donné que si je reviens encore à quelque chose en Afrique de l'Ouest, quand la cimenterie entre le Bénin et le Nigeria de Onigbo a été mise en place, la ligne de transport 161 kV a constitué la part la plus importante de l'investissement et qui a obéré les coûts, même le coût du ciment pratiquement. Alors que si cette ligne servait et cette cimenterie et d'autres installations, du coup, la rentabilité serait plus justifiée pour le privé qui a mis l'argent sur cette ligne de transport et le projet a un autre. Donc, entre la concession ou d'autres types de structures, le fait de constituer une société pour gérer cet équipement de transport en s'assurant qu'on ait des clients crédibles donne toute une autre connotation en Afrique aujourd'hui parce qu'on a toujours dans plusieurs pays des mines, des ressources minières de transformation alimentées et la ressource se trouve ailleurs. Et cela rentre dans la politique en cours de développer les marchés régionaux dans la perspective du marché unique africain. Donc, je suppose qu'un cimentier peut être dans un pays, je ne sais pas, à 1000 km et avoir le coût de l'énergie moins cher à une longue distance et bénéficier d'une ligne qui l'alimente à moins de coûts, étant donné que cette ligne peut être financée par le privé. Et c'est dans ce contexte que se justifie aujourd'hui, étant donné que j'ai dit qu'au départ, il n'y a pas les organes de régulation, à partir des années 2000, les organes se mettent en place, prennent leur poids, prennent leur indépendance réelle, parce que ça a commencé par la réglementation gérée par le ministère. Aujourd'hui, on assiste à la mise en place des autorités qui sont en apprentissage, d'où d'ailleurs la justification de l'ASR pour monter en capacité de ces structures-là. Dans ce contexte aujourd'hui, on peut très bien dire que les lignes de transport constituent des projets viables qui peuvent intéresser le privé dans le contexte africain. Et si nous ne ciblons pas un seul pays spécifique, ces lignes peuvent profiter à d'autres clients potentiels qui, en ce moment, profiteront d'énergie de sources moins chères et plus propres dans d'autres pays qui l'alimentent. Donc, c'est la combinaison de tout ça et la perspective du marché unique
africains qui font que le privé aujourd'hui a un cadre plus favorable pour être attiré vers les projets de transport. OK. Merci, M. Tella. Je crois avant de sommariser, de résumer ces premières interventions, je vais laisser M. Aboulade, c'est bien ça, hein, je ne me trompe pas, de donner son point de vue également sur la question, avant qu'on continue. M. Moshoud. Thank you very much, Omar. En anglais, oui. And thanks for having me on this in this webinar. So I think private sector investment in the electricity transmission subsector is inevitable because, you know, I think AFDB estimates that there is about $4 billion, $46 billion of investment that is required. And, you know, when you look at that in the context of the current fiscal challenges that, you know, that governments in Africa are facing, right, you know, it is clear that if these targets are to be met, and by the way, this investment requirement of $46 billion is within the time frame 2018 to 2025. So essentially, and we continue to lag behind. Essentially, if these targets are to be met, then private capital has to come in some way, shape, or form. Now, you know, there are, I think, as has been mentioned by other panelists today, you know, there are a number of avenues through which you can bring in private capital and expertise. And I think, as I heard one of my co-panelists say, that the independent private transmission projects might be the way forward. And I think, you know, that is true. There are a number of emerging markets where, you know, private capital has been used to drive investments into the transmission sector, right? We have countries like India who only started in 2008, and they've been able to increase investment significantly in the space of 15 years. We also have Chile and Brazil in Latin America, as well as the Philippines and Australia, who also, you know, develop transmission lines by virtue of private capital. And you know, which is one of the reasons why, you know, at Africa 50, we are very pleased to be supporting African governments to see how, you know, they can, you know, meet their transmission system development plans by leveraging private capital. We are currently in conversations with about, you know, 5 of these governments and utilities. And we have one project which we believe is going to be the flagship for the continent that is currently in late-stage development in Kenya, which are 2 transmission lines that are being developed by Africa 15 and our partner, our private sector partner, Power Grid Corporation of India. I think when you look at, you know, this $46 billion or the need for private for transmission investments, right? You would see that, you know, things like increasing electricity access, you know, the number of people that have access to electricity on the continent, which they say, you know, there's about over 600 million people that don't have access to electricity. You know, this is one of the key drivers, you know, for the transmission investment needs. When you look at, you know, industrialization targets of the different, you know, economies that make up Africa, you know, this is also another, you know, driver of, you know, transmission investment needs. I think we can all agree that Africa has huge resource potential on the generation side, from wind to hydro to geothermal to gas. But the truth is, you know, for the power needs to be able to move from points of generation to demand centers. So, and also, you know, as we continue to see, you know, themes around, you know, clean cooking, cleaner cooking, we see themes around, you know, e-mobility and electric vehicles, right? The need for
transmission would continue to increase. And I think, there is no time better than now that we need to start thinking, in Africa, how to sort of, crowd in private capital, to fund the development of transmission lines. With respect to regulation, I think, as we've seen in the generation space, with the IPPs, when those started around the year 2000, right, there was very limited regulation as well in the electricity sector, given that most utilities were vertically integrated, which is still very much so today on the continent. But by virtue of having done a number of independent power generation projects, right, through PPAs, that sort of created a template for the industry to evolve, to then have regulations around generation, how plants should be built, what technologies are required. So I think the same sort of fate would happen to transmission. By the time you do the first couple of private sector projects, then you then have to start to have a good basis for regulating that segment of the electricity sector. So things around tariffs, things around the grid codes, things around how you regulate operations, how you regulate the investment and investment recovery, how you regulate the human capacity within the sector. I think those are boxes that definitely need to be ticked. But I think some are more important than others. But ultimately, as the industry evolves from a private sector standpoint, I think the right regulation would also fall in place, provided that all stakeholders, including government, are committed to, to actually developing a private market for transmission line development on the continent. I'll stop there for now, and then I would hand over the mic back to the moderator. Thank you very much, Mr. Abolade. Permit me to continue in French because this webinar should be in French. No problem. Sorry. Yeah, okay. You can use the interpreter's service. Merci beaucoup. Et je vois, après ce premier tour, je me rends compte que, en fait, si on va résumer, on a parlé des modalités de recours investissement, pour les cas des investissements privés, la nécessité d'avoir un cadre réglementaire adéquat justement pour activer ces investissements privés. On a parlé également des différents modes contractuels, notamment avec les différents types de concessions et des exemples qui ont été donnés, comment également assurer les transporteurs indépendants d'électricité, les différentes modalités avec le cas des power pools, et surtout également, en fait, de façon générale, je crois qu'on a parlé du plutôt comment donc assurer les investissements privés dans la réalisation des infrastructures de transport d'électricité. Mais avant ça, je crois qu'on va revenir un peu en arrière. Parce qu'il y a s'il faut le faire, ça, ce sont les solutions qu'on était en train de décliner ainsi dans vos interventions. Mais est-ce qu'il n'y a pas de problème préalable à examiner d'abord? D'abord, je crois que le premier cas, c'est la première question qu'on devrait se poser. Est-ce que c'est faisable? Et pourquoi cette question? Parce que est-ce que dans nos États, avec l'état de nos réglementations actuelles dans nos États et avec même les politiques, est-ce que cela est possible dans nos États à l'heure actuelle en Afrique? Si oui ou non, quelles sont les différentes barrières qu'on pourrait relever, notamment les barrières institutionnelles, et légales et réglementaires, et comment les lever? Et je dis cette question parce que je crois que vous avez tous reçu également un petit sujet là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'à l'état actuel de la réglementation dans nos États, notamment au niveau des organes de régulation, il est possible qu'on puisse avoir des investissements privés pour développer les réseaux de transport d'électricité dans nos États et entre nos États? Et je vais commencer par M. Tella. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je crois que, merci modérateur. Tout est dans le cadre légal qu'on se fixe dans le pays. Aujourd'hui, ce que nous conseillons, c'est que ce cadre soit évolutif, qu'il encourage le secteur privé en donnant des garanties.
parce que les lignes dont nous parlons, c'est vrai que dans tous les schémas de réforme qui sont en place, le transport est régalien. Le transport est une activité qui revient à une société nationale. Mais cela n'empêche Je pas. ne vais pas vous interrompre, M. Tella. Est-ce que vous ne pensez pas donc dans ce cas, comme on le prend comme une activité régalienne, est-ce que le fait de vouloir mettre des privés dans ce segment-là, il n'y aura pas une certaine réticence au niveau de nos États, surtout des politiques? Non, 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 non. Il ne faut pas considérer le secteur, le capital privé, comme synonyme de la privatisation. Ah, Oui, ok. le transport peut être aux mains de l'État, avoir du capital privé. Deuxièmement, on peut constituer, si c'est une nouvelle installation des lignes de transmission, on peut constituer une société pour gérer cette infrastructure. Donc, les deux cas sont possibles. Et ce sur lequel nous plaidons aujourd'hui, c'est que le secteur privé puisse intervenir pour suppléer, pour renforcer l'investissement des États et avoir la confiance dans son apport de capital dans le transport. Donc, deux choses à séparer, le capital et le caractère institutionnel du gestionnaire du réseau. Donc, je crois que c'est là que ça se joue. D'accord. Et je vais aller à M. Kobe, mais avant, je lui poserai une question très spécifique dans ce cas. Je sais que, par exemple, puisqu'on est là en train de vouloir s'inspirer un peu des expériences un peu au niveau du monde, je ne parle pas de la vie du Sud-Est où il a beaucoup travaillé. Je donne un exemple. En partant de ce que M. Tella vient de dire, où je crois que c'est en Amérique latine, le CIEPAC, qui est le réseau qui relie certains États d'Amérique centrale, là, où on a vu que, en fait, dans le capital, comme vous l'avez dit, il y a eu une association de différents types d'acteurs. Non seulement les États membres, ils sont actionnaires dans le capital. Il y a eu des sociétés privées de chaque État également qui étaient, même verticalement, qui étaient membres dans le capital, et même des sociétés extérieures à l'Amérique latine qui sont également membres du capital. Ce modèle-là, pensez-vous que cela est réplicable dans nos États africains, Monsieur Kobe? Alors, je vois que M. Oumar me pose des questions assez délicates. Le CIEPAC, oui, je me suis penché sur la question du développement du marché du CIEPAC. Ça remonte maintenant à plus de 20 ans. Le CIEPAC a été créé. L'initiative du CIEPAC, c'est en fait c'est un organe, c'est une interconnexion, un corridor d'échange qui a été construit en 500 kV entre les différents pays d'Afrique centrale. Sauf que, à mon sens, ça n'a pas pleinement réussi. Ils n'ont pas atteint les objectifs qu'ils voulaient parce que, au niveau des États, les acheteurs ou les vendeurs n'avaient pas la liberté d'agir au sein du marché du CIEPAC. Donc, il y a un certain nombre de verrous qui sont restés en place. C'est tout ce que je pourrais en dire sur le CIEPAC, sur le cas du CIEPAC. Mais j'en ai un autre, malgré que Oumar ne veut pas que j'aille sur le marché du Sud-Est, j'ai un très bon exemple. Allez-y. Sur le marché du Sud-Est, effectivement, il y a eu beaucoup d'échanges et des interconnexions qui se sont créées. Il y en a certaines qui ont été financées par le secteur privé parce que les échanges au sein du marché d'Asie du Sud-Est sont essentiellement liés à l'export de l'énergie produite par des IPP qui étaient financés par d'autres pays. Et dans ce cadre-là, il y a eu une ligne de transport 500 kV qui a été établie, mais entre un IPP et un État, enfin, une société acheteuse, hein, pour ne pas les nommer, en Thaïlande, qui est un fort consommateur. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que c'est ce qu'on avait prévu, c'est que le transit sur cette ligne de transport 500 kV a été entièrement pris
pratiquement entièrement pris pour l'exporter la production, et qu'il n'y avait plus suffisamment de capacité disponible pour faire bénéficier d'autres transits d'énergie non liés à à l'acheteur et au vendeur. Donc, ça pourrait se faire, effectivement, on pourrait très bien jouer sur les termes des PPA. Dans le cas présent que je viens de citer, le PPA ne le prévoyait pas, donc ça veut dire que celui qui avait financé, il avait toute la capacité et l'usage de toute la capacité. C'est un petit peu ce qu'a dit monsieur Abel dans le cas des miniers qui vont chercher de la production d'origine hydraulique, donc bon marché, à des centaines de kilomètres du lieu de la production d'aluminium. Bon, et là, si on n'y prend pas garde, eh bien, ces lignes sont entièrement dédiées, ce sont des lignes de transport dédiées, c'est le merchant line, dédiées à des quantités d'énergie qui sont destinées à un acheteur et pas à 2 ou 3. Donc, ce type il faut faire très attention, c'est que ce type de montage peut être néfaste au développement d'un marché régional. Parce qu'il n'y a pas que des échanges dédiés. Il y a aussi les autres échanges. Et il y a un autre point important qu'il faut prendre en considération, c'est la durabilité de ces échanges. Parce que quand vous avez des échanges bilatéraux, pas de problème, vous savez ce qui va circuler dans votre ligne. À partir du moment où vous mettez en place, vous ouvrez le marché, vous ne savez pas, au bout d'un certain nombre de quelques années de fonctionnement, quel va être le transit sur cette ligne. Je pourrais vous citer un autre exemple. Hein. En Europe, le cas de l'interconnexion en courant continu entre la France et l'Angleterre, IFA 2000. Au départ, il y avait 2000 mégawatts de nucléaire français qui étaient exportés vers l'Angleterre. Pas de problème, c'était des contrats longue durée. Et après, on a ouvert le marché. Et on s'est retrouvé avec des échanges qui fluctuaient énormément. Et on se retrouvait même avec des 0 mégawatts. Donc, si vous bâtissez un modèle financier basé sur le transit, eh bien, au bout de quelques années, vous n'avez plus la rentabilité que vous espériez. C'est aussi le cas qui se présente à l'heure actuelle dans des interconnexions de l'Afrique de l'Ouest. Un cas que Omar doit bien connaître, qui est le cas de la CLSG, l'interconnexion qui relie la Côte d'Ivoire au Libéria, Sierra Leone, Guinée. On a investi, les États ont investi, ils ont mandaté un organisme qui s'appelle Transco pour gérer ce projet et exploiter cette ligne par l'intermédiaire d'un opérateur privé, éventuellement. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Eh bien, les échanges ne sont pas au rendez-vous. Donc, par contre, les États membres de l'OMV, de CLSG, doivent rembourser les prêts. Ce sont des prêts concessionnels, fort heureusement, ce ne sont pas des prêts privés, donc à des taux très bas. Et les banques pourront trouver des arrangements avec les États emprunteurs, ce qui ne pourra pas être toujours le cas avec des privés, des banques privées qui vont financer ces infrastructures. Donc, il faut avoir aussi, je dirais, il faut une régulation, bien sûr, adaptée, qui va évoluer avec le temps. Oui. Et ça, c'est évident. Il faut, pour avoir une vision long terme, c'est toujours très difficile. Donc, comment vont évoluer les échanges? Comment vont évoluer les transferts d'énergie dans une région ou même entre régions africaines? C'est toute la difficulté. Et c'est ce qui est, alors je me permets de dire deux mots, la facilité de l'assistance technique de l'Union européenne qui dépend de INPA, a soutenu l'Union africaine et ODA-NEPAD pour l'élaboration d'un Continental Master Plan. L'intérêt, c'est de savoir quels vont être les échanges à très long terme, 2040, 2045, voire 2050, avec les développements des renouvelables, avec la transition énergétique. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces échanges? Si vous mettez du secteur privé
finançant des portions de ces réseaux de transport. Si vous mettez une partie qui va fonctionner par elle-même, pas de problème. Mais si vous financez par des investissements privés des segments de votre réseau qui vont être sujets à ces fluctuations de transit, la difficulté, ça va être de le rentabiliser pour que l'investisseur ait une rentabilité suffisante, ou de trouver des aménagements, des mécanismes financiers pour que cela reste comme partenaire dans le développement des réseaux de transport. Voilà, je ne vais pas rester plus longtemps parce que j'ai l'impression de monopoliser la parole. Je prends la parole, Omar. Non, non, pas du tout, c'est bien. Et vous avez bien fait d'évoquer, par exemple, le cas de la CLG, qui est un exemple un peu, je sais pas, c'est en fait un financement public parce que c'est des prêts que les États ont pris pour faire la ligne et puis ils vont faire gérer par un opérateur privé. Mais là n'est pas la question. La question est que, bien sûr, une fois que cette ligne est réalisée, par exemple, vous savez, le problème, c'est comme vous l'avez dit, vous l'avez déjà démontré dans vos premières interventions, le retour sur investissement. Comment ça va s'opérer? D'autant plus que la plupart de nos États, on a des sociétés, euh, d'abord pour que ça marche, les différents types de modes que vous avez présentés, qu'il faut que le secteur soit un modèle, comment dire, désintégré, pardon, entre segments pour que le coût soit transparent. Et puis également le fait que la plupart de nos sociétés sont dans des situations assez difficiles sur le plan financier. Est-ce que cela ne sont pas des motifs ou des raisons qui pourraient décourager l'investissement privé dans le transport d'électricité? Ou en Bien tout cas, sûr, comment ce défi-là pourrait être relevé? bien sûr. Les coûts de transport qui sont financés, des Non, infrastructures de ne transport, posez qui pas sont là. financés Bon, on va par des... laisser M. Serge donner son avis. Ah, d'accord, ok. C'est à moi. Je n'ai Oui, Bon, si on veut parler des barrières, la barrière, on en a parlé en fait. Pour donner une réponse très, très courte, ce sont des barrières de nature politique et régulatoire. En fait, finalement, les investisseurs privés viendront pourquoi? Ils viendront si les rapports risque-profitabilité est correct, n'est-ce pas? Et on a bien compris que la profitabilité ici dans ce secteur sera assez limitée. Donc, pour les attirer, il faut minimiser les risques. Qu'est-ce qu'on peut faire sur notre continent qui est vaste, qui est varié, qui trouve des marchés de l'énergie en différentes phases de maturité? Mais en général, qu'est-ce qu'on peut faire pour franchir ces barrières? Je pense que d'abord, il faut expliciter une volonté politique très forte d'impliquer le secteur privé. Ça, c'est très important et c'est peut-être la leçon plus importante que l'expérience de TBI apporte ici. Il faut un engagement politique très fort. Il faut aussi la capacité d'améliorer la planification des ministères et des sociétés électriques parce que pour que les privés s'assurent que les investissements qu'ils vont faire sur les actifs de transport soient les bienvenus, mais aussi qu'ils s'inscrivent dans une correcte planification du secteur. Donc, l'amélioration dans ces domaines est fondamentale. Après, il faut donner une visibilité claire sur les segments de transport en particulier. Bon, idéalement, avec la séparation au moins comptable des activités de transport, le reste de la filière, l'unbundling, parce que cela va donner une visibilité claire sur comment le transport est géré. Et si, par contre, tout mélangé dans un monopole intégré, verticalement intégré, ça devient plus compliqué. Et après, oui, il faut avoir une régulation claire, il faut avoir une régulation stable, je dirais simple. Et les types de régulation dont on a besoin, je pense, dépendent clairement du type de modèle d'implication du secteur privé qui est choisi. Et si on se concentre sur les projets de transport indépendants, qui sont peut-être la modalité plus facile en ce moment en Afrique subsaharienne, alors je dirais que la simplicité devient un des aspects principaux pour attirer les privés. Et dans ce contexte, en tout cas, on a besoin de points de référence importants. Je dirais le code de l'électricité, un code qui autorise les modèles commerciaux de PTA, de PTI, des projets de transport indépendants, donc qu'il soit possible
que les secteurs privés puissent intervenir. Un code de réseau qui clarifie la manière dont le réseau est géré conformément aux normes internationales. Parce que si on parle de l'hypothèse que les privés est utilisé pour lever les fonds, les canaliser, construire les lignes de transport, peut-être faire la maintenance, mais certainement pas les gérer. Alors, si la gestion est faite, en tout cas par un gérant de transport, du réseau de transport centralisé, il faut qu'il soit fait selon les normes internationales meilleures. Et je pense que vous, M. Bangoura, avec les codes du réseau régional du WAP, vous êtes en train de faire exactement ça. Et c'est un aspect très positif parce que ça veut dire que vraiment on est en train d'accélérer pour dépasser, pour franchir une de ces barrières. Il faut aussi un processus d'octroi de licences claires pour minimiser les coûts de développement de ce projet, qui reste une autre barrière au secteur privé. Et l'objectif ici est de construire le plus rapidement possible des infrastructures essentielles. Et selon moi, la chose meilleure pour minimiser les risques pour les secteurs privés est celui de leur permettre la construction des lignes, mais en même temps, laisser que ce soit la société publique à être gérant et à continuer à la gérer comme un opérateur de système indépendant et de façon coordonnée. Et là, alors, les secteurs privés auront juste besoin d'assurer que ces revenus qui doivent être fixes puissent couvrir les coûts, encore une fois, fixes. Et pour ce faire, je répète, on n'a même pas besoin de parler trop des tarifs parce que les rémunérations de ces investissements doivent être indépendantes de l'utilisation de l'infrastructure pour éviter les risques dont on parlait tout à l'heure du CACG, où on va créer un risque volume pour un sujet qui n'est pas capable de gérer ce risque. Parce que la structure de ces coûts est fixe et donc aussi la structure des revenus doit être fixe. De cette façon, on peut vraiment limiter les périmètres d'intervention, on peut bien identifier et gérer les risques et les minimiser et donc cela va faciliter l'intervention du secteur privé. Je pense que ce sont ça les aspects principaux qu'un régulateur et un gouvernement doit adresser en ce moment. Voilà. Ah, d'accord, merci. Bon, il ne nous reste pas beaucoup, maximum 20 minutes pour terminer ce webinaire. Donc, on va aller sur une question quand même qui concernant ce comment-là, comment faciliter donc les investissements privés dans le transport de l'électricité en Afrique. Et j'ai vu que la plupart de vos interventions, vous avez tous parlé de deux modèles. Bien qu'il y ait un modèle que moi j'aurais aimé qu'on aborde, qui concerne les types de concessions, c'est-à-dire on donne un périmètre on définit un périmètre d'intervention, on peut faire des lignes et puis on fait un appel d'offres pour que les gens, les opérateurs qui sont intéressés viennent construire des lignes en fonction des différents pôles de production et de distribution. Bon, parce que toutes les informations se sont focalisées sur les producteurs indépendants de transport, qui est un modèle qui peut être effectivement adapté, notamment avec l'association de capitaux et privés et publics, je l'avoue, et également le modèle qui concerne, disons, la définition, enfin, ce qu'on appelait le modèle marchand. C'est ça, non? Où il y a quelqu'un qui peut investir dans une ligne de transport, mais directement lié, une ligne unique qui relie des pôles de consommation qui sont généralement des miniers à une source de production. Mais à part ça, moi, je voudrais plutôt qu'on insiste, et ça, ce serait ma dernière question, sur le modèle de transport indépendant d'électricité, qui est un peu à l'image des produits indépendants d'électricité qu'on a au niveau de la production. Alors, comment pensez-vous que cela pourrait être applicable? Il y a Sergio qui a déjà parlé des coûts. Moi, je n'ai pas très bien compris, mais je voulais qu'il peut-être précise un peu, ou les autres pourront un peu préciser là-dessus. Donc, qu'est-ce que pensez-vous de l'applicabilité de ce modèle-là au sein des États, c'est-à-dire au niveau national d'abord, et surtout au niveau des pôles énergétiques, notamment le pôle ouest africain? Est-ce que ce modèle-là pourrait être utilisé? Et si oui, comment assurer son applicabilité de façon effective et surtout efficace pour tous?
Monsieur Tella. Oui, je levais la main tout à l'heure juste pour une petite clarification concernant l'histoire des tarifs. En fait, nous parlons de tarifs, mais dans tout le système, si notre modèle économique n'assure pas une rentabilité, et c'est le cas que nous avons dans plusieurs sociétés, en fait, c'est le consommateur final en payant qui fait que la société de transport est rémunérée et la société de transport peut, à son tour, rémunérer le producteur. Mais c'est que la non-durabilité de plusieurs sociétés vient du fait que la typologie de la clientèle ne lui permet pas de faire une affaire rentable. Donc, je reviens à dire que tant que nous n'allons pas associer, et là, le plan directeur continental des réseaux en Afrique en tient compte, tant que les usines de transformation, les transformations des produits agricoles et d'autres secteurs d'activité, à part le domestique, se joignent au réseau, nous parlerons toujours de la même difficulté. Dès lors que vous êtes en face de l'industrie et de la transformation, si le CLSG alimentaire des transformations de la bauxite en Guinée, on ne serait même pas en train de parler de CLSG. Cette liste est dépassée. C'est-à-dire que si nous nous mettons à transformer la bauxite en Guinée pour faire de l'aluminium, mais on n'a même pas de quoi alimenter encore le potentiel qui est là-bas. Voyez-vous, c'est de ça qu'il s'agit. Le modèle économique de la clientèle servie par les sociétés, tant qu'elle ne veut pas évoluer vers les issues de transformation et la mise en valeur du potentiel minier africain, nous serons au même point. Donc, les États doivent protéger et les régulateurs protègent aussi les consommateurs. Ils ne peuvent pas admettre des tarifs qui sont socialement insupportables parce que nous ne parlons que du domestique et du tertiaire. Dès que nous sommes dans les autres filières, ça passe. Donc, pour revenir au périmètre, oui, mais soyons aussi prudents. Il y a des pays qui ont attribué des périmètres où les tarifs ne sont plus en péréquation et les populations qui sont dans ces périmètres se disent, attention, pourquoi moi je paie plus cher que celui qui est dans un autre périmètre? Et en fin de compte, c'est l'État qui se trouve en train de faire la différence. Toujours parce qu'on parle de certaines consommations qui sont dans le domaine domestique et non dans le domaine productif. Donc, pour moi, l'évolution... Ouais. Vite. Pour être un peu... Voilà. Je vois M. Donc, Kobe qui est en train de suivre. Ce modèle, oui, voilà, ce modèle, oui, il est applicable, mais nous devons avoir un modèle économique viable pour l'exploitant. OK. Avant que M. Kobe n'intervienne, M. Abolade, est-ce que vous avez un avis sur la question? Je ne sais pas si on m'entend. Hein? Thank you again. I think, as far as I'm concerned, with respect to the tariffs, right, that would be paid to the private investors, right? We all know that for the most part, the tariffs that are in place in many countries in Africa are not cost reflective, right? Now, there is always the question of, do I wait until tariffs are cost reflective before I am able to attract investment? So even on the investment side of things, there needs to be some subsidy so you can kickstart the use of private capital for developing infrastructure, right? It's the same way when you say, a consumer is paying maybe 80 or 60% of what the tariff is today, right? Or what the tariff should be. And then the government is essentially absorbing the difference, right? Which is why most utilities are not viable or bankable. Now, as we all know, transmission lines by themselves, they're very high capital expenditure items.
But the truth is they help you unlock more revenues in the industry. How do they do so, right? In a lot of countries, you have an oversupply of electricity just because you either don't have the ability to wheel the power to the demand centers. So essentially, transmission lines are enablers of revenue within the industry. So non-cost reflective tariffs aside, you are able to, wheel more power, which essentially is more revenues when you expand the grid, right? Now, the second piece to that is that, as you start to create different projects that can be financed using private capital, you have to prioritize the lines that are the most techno-economically viable, right? A utility might have, 10 transmission line projects that they want to implement within a 5-year time frame, right? Not all of these lines are going to be good for private investment. Why? Because there are certain lines that are being built for the future. So today they will look like they've been they've been overspec'd, right? Or overbuilt. But the idea is that, you're building that for future demand, in certain areas of your grid. Now, but there are the lines that are that are very relevant today in the sense that they are either replacing, a line that has been there, but operating at a lower voltage, right? Or to address, grid stability or grid reinforcement issues, or address issues of technical losses, right? Those lines, we typically find them to be more commercially viable, and they can actually pay for themselves. So as you want to start to use private capital, right, project selection is a very, very key principle to sort of follow, in determining which lines are the best candidates for private sector investment. Thank you very much. Okay, thank you. Mr. Kobe. Merci, Oumar, et merci, Monsieur Abolade, pour ces informations. Le tarif, il est ce qui ressort de tous les investissements qui ont été faits, que ça aille de la production au transport et à la distribution. Donc, dire que les tarifs sont payés plus par les utilisateurs finaux que par les industriels, ou que le tarif peut être rendu plus intéressant si on a plus d'industries raccordées sur le réseau, je dirais que c'est un peu hasardeux comme option. En fait, je reviendrai à ce que disait Monsieur Sergio. Il faut en premier lieu avoir une bonne connaissance de la demande, des moyens de production qui seront disponibles, et maintenant, vu la transition énergétique dans laquelle l'ensemble des pays africains s'est engagé, où vont être ces sources d'énergie, où vont être développées les principales sources d'énergie renouvelable, le solaire, l'éolien, de l'hydro aussi, même si c'est plus difficile. Et je pense que quand on a ça en main, on est en mesure de développer une planification du réseau pour le raccordement de ces moyens de production, pour la desserte des consommateurs, qui soit optimale. Et il sera plus facile d'identifier quelles seront les portions de ces réseaux qui vont pouvoir être financées de manière rentable par les investisseurs privés. Et j'ai en tête un certain nombre d'options qui sont à l'heure actuelle en cours de développement en Europe. Par exemple, vu l'étendue des développements des centrales éoliennes, en Europe, les zones sont bien cernées, bien identifiées de zones à fort potentiel de vent. Donc, on peut très bien dédier une partie de ces réseaux qui vont raccorder
les centrales de production d'énergie renouvelable, l'éolien ou le solaire, pour le raccorder au réseau au secteur privé, parce que là, on est sûr qu'il y aura une rentabilité. Et en fait, ce qui se passe, le schéma n'est pas encore, le modèle n'est pas encore tout à fait défini dans les pays africains. Qui paye le raccordement? En Europe, on sait qui paye. Ce sont les producteurs. Mais les producteurs, donc c'est un coût qui rentre, le coût du raccordement rentre dans le coût de l'énergie qui est vendue. On peut très bien trouver aussi un modèle intermédiaire où on a des sociétés privées qui se prennent en charge, en plus de la production, qui prennent en charge le transport, le raccordement au réseau de production. C'est une, je lance des idées comme ça, peut-être que ça c'est à approfondir, hein. Mais c'est clair qu'il peut y avoir des possibilités pour le secteur privé en Afrique. On en est au début des développements des réseaux. On en est dans la phase des grands transports d'énergie. On va bientôt rentrer, et on y est probablement déjà dans certains endroits, dans la phase des raccordements de ces centrales, de ces éoliennes, de ces centrales solaires que l'on voit fleurir tout le long de ces corridors, les corridors solaires d'Afrique, du nord du Sahel, et ainsi de suite. Les coûts de ces infrastructures de transport sont énormes. Ça se chiffre en dizaines de milliards d'euros ou de dollars, si vous voulez. Là, je pense que le secteur privé a un intérêt parce qu'il aura un retour sur investissement. C'est clair. Voilà. Donc, je m'arrête là en ayant lancé cette pierre devant moi. On va voir jusqu'où elle va nous amener. Merci. D'accord. Alors, je crois, je ne sais plus qui suit au niveau de l'ASL avec nous. Est-ce qu'il nous reste encore un peu de temps? Je crois qu'il nous reste peut-être 5 minutes. Peut-être ce que je vais faire, je vais vous demander chacun un mot de conclusion en termes de votre point de vue sur les perspectives d'attrait des investisseurs privés dans la réalisation des lignes de transport d'électricité dans les États africains et surtout au niveau des pôles énergétiques ou comment mettre ensemble nos États, même si c'était pour collaborer en termes de genre partenariat public-privé, mais au niveau régional, entre États et privés pour faire des lignes d'intérêt régional. Voilà. Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont les perspectives de votre point de vue? Si je peux me permettre. Non, monsieur Tela, on va commencer par, je ne dirais pas les plus jeunes, mais les. On va commencer, je vais donner un ordre. Voilà, on va commencer par M. Abolade, après M. Sergio, et puis vous, et puis M. Kobe, pour finir. Mr. Okay, Mouchoud, thank you very please. much. I think as we can all agree, private investment into transmission infrastructure, it's not a matter of whether we will do it. It is when we start doing it, and I think the time is now. For this to be successful, right? I think we've all mentioned regulation, we've all mentioned tariffs, we've mentioned government support. I think government support would continue to be ongoing in terms of creating the right environment and also ensuring that there is sanctity of contracts. When investments are made, these investments can be recovered. And I think ultimately we need to, learning from, what has been done in other places, as well as the success stories of the IPPs in Africa. As we start to embrace this new model of developing transmission lines, we need to bear in mind the peculiarities of Africa in the sense that, we have electricity access problems. We have, non-cost reflective tariffs. We have governments with weak balance sheets. So the solutions that are being created, as we try to bring, templates to use in Africa, we need to be mindful of the nuances within
the continent. So essentially, still focusing on projects and doing projects, but being mindful that this is a new space, right? And we probably need a lot of government support and stakeholder engagement as we move towards, an advanced stage in the development of transmission lines using private capital. Thank you very much, Mr. Mikul. I know that there's too much to say, but you are limited by the time. And I forgot to say that I will give 2 minutes per person now, even less than that, if possible. So, Sergio, please. D'accord. Rien. Il faut, pour impliquer les secteurs privés, pour résumer, il faut volonté politique forte. C'est le gouvernement qui décide encore dans ce secteur. Il faut qu'il soit clair. Il faut une capacité de planification très, très claire, très détaillée. Il faut savoir quand impliquer les secteurs privés, comme Moshuda vient de le dire tout à l'heure, quand on a besoin vraiment du secteur privé et quand on n'a pas besoin du secteur privé. Il faut avoir quelques jalons régulatoires en place, code de réseau, possibilité d'impliquer le secteur privé, processus de licence clair. Et après, c'est une question de risk management. Simplement risk management. Les risques doivent être minimisés parce que les rendements seront petits. Donc là, moi, j'éviterai de parler de grandes concessions, privatisation, même pas de gestion des clients finaux, même pas des tarifs. La question est, impliquant les secteurs privés à partir de ces projets de transport indépendants qui sont bien définis et qui peuvent être limités aussi dans la gestion du risque, les rendre plus simples. Et là, la question est vraiment assurer que les privés puissent avoir la même structure de revenus comme la même structure de coûts. Coût fixe, revenu fixe, minimisation du risque à travers régulation contractuelle ou par un régulateur indépendant si possible. Et là, on peut commencer à parler d'implication du secteur privé davantage dans ces secteurs. Merci. Voilà que ça est un autre sujet que vous êtes en train de soulever qui pourrait nécessiter au moins plus de 3 heures de débat. Monsieur Kobe, cela va finir. 1 minute. Une minute, c'est un terrible challenge. Écoutez, je pense que je partage l'avis de Sergio et ses conclusions complètement. Les investissements dans les infrastructures de transport, on en a qui sont planifiés. Je travaille avec la Commission européenne au sein d'INPA et on sait pertinemment qu'en programmation, on a des dizaines de milliards d'euros qui sont prévus sur des fonds concessionnels. Donc, avec les grandes entreprises financières européennes. Donc, je parle pour l'Europe, mais c'est fait conjointement également avec la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, etc. Donc, il y a des financements pour les infrastructures de transport à des taux préférentiels, des taux concessionnels très bas, sur lesquels le secteur privé ne peut pas s'aligner, c'est impossible. Mais ça c'est une garantie. C'est une garantie d'avoir des tarifs le plus bas possible. Hein. À l'heure actuelle, on a un tarif du transport de 2 cents maximum par kilowattheure. Donc, si on introduit le secteur privé dans une proportion qui est notable, ça va avoir un impact sur la tarification à l'usager. Donc, et on sait que la situation est très difficile, ça a été dit. Donc, je dis, on a des sources financières publiques, des sources de financement public. Il faut trouver, je pense qu'il y a un créneau pour le secteur privé dans le transport en Afrique, comme je l'ai dit précédemment. Donc, je suis confiant. Les demandes en financement sont tellement énormes que tout le monde trouve sa place. Et on satisfera, et ça satisfera. Il faut arriver à un consensus entre les deux. D'accord. Monsieur Tella, rapidement. Je dirais que nous commencerons, à pas avoir un cadre légal réglementaire bien défini, la planification à moins de coûts nous indiquera les sources qui nous feront que dans la chaîne de coûts, on arrivera au coût de transport le plus attractif possible. Et je répète que la construction de la classe moyenne africaine passe par
la fixation des gens sur des lieux de travail qui est donnée par l'industrie de transformation. Et c'est en ce moment que vous aurez un tissu qui va combiner l'accès à l'énergie et le développement des réseaux. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, je crois qu'on a débordé de 3 ou 4 minutes, je crois. Mais je crois que c'était quand même nécessaire. C'est même, je trouve le temps un peu plus court, compte tenu d'un sujet d'une importance aussi capitale pour nous. Et parce qu'on parle d'électricité. Avant, je me rappelle quand on était petit, on disait l'électricité est utile. Après, on est passé, on dit c'est nécessaire. Après, on dit c'est indispensable. Aujourd'hui, on dit c'est vital. Et qui parle d'électricité ne peut pas ne pas parler de réseau. Comme notre réseau sanguin qui fait au moins 100 000 kilomètres. Je vais terminer peut-être en parlant de nous au niveau de l'accident qu'on est en train de faire, qui est quand même pas négligeable. On est en train de tisser des liens entre des pays. Et comme c'est une énergie assez vitale, vous voyez ce que ça peut faire pour la région, surtout pour nos populations. On s'excuse si on a débordé et je vais donner la parole donc à qui? Daniela, professeur Ariaga, pour conclure. Il est là? Ça. Oui, je suis là. Merci beaucoup, Monsieur Bangoura. Je m'appelle Daniela Ngarambe et je fais partie de l'équipe ASR. Je voudrais d'abord demander aux participants de remplir notre petit formulaire qui se trouve dans le chat et remercier nos panélistes, Monsieur Kobe, Monsieur Tella, Monsieur Portatadino et Monsieur Abolade, et notre modérateur, Monsieur Bangoura, pour vos interventions. Et malheureusement, certaines réglementations créent des risques sur l'investissement, notamment, vous avez parlé certains ont parlé de revenus qui dépendent des transactions, de volume d'utilisation, entre autres. Et l'objectif est de créer des réglementations qui favorisent l'investissement d'un point de vue régional. Et le temps étant court, comme M. Bangoura l'a dit, l'African School of Regulation organise une conférence en janvier 2024 sur le même sujet en anglais avec traduction simultanée en français. Et cette conférence sera organisée en collaboration avec d'autres partenaires du secteur. Et nous vous encourageons à suivre notre site web pour plus d'informations. Cette conférence était organisée en collaboration avec la TAF. Merci beaucoup pour votre soutien. Et merci encore une fois aux experts pour vos interventions, à nos participants, et je vous souhaite une bonne semaine à tous. Merci. Merci à tous les membres. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.